Alors, donc nous allons maintenant exploiter le théorème des travaux virtuels que nous avons exprimé précédemment, mais nous allons exprimer cette relation uniquement en fonction des déplacements. Donc cela s'appelle simplement la formulation en déplacement. Alors c'est relativement simple, hein. Pour ce faire, nous allons simplement utiliser la loi de comportement que je vous ai rappelé ici, qui est sigma égale c epsilon, avec c qui caractérise le comportement des matériaux, dans le théorème des travaux virtuels. Puisque dans le tenseur de déformation epsilon, on fait apparaître évidemment les déplacements. Alors ainsi, on obtient la relation suivante. Donc ces termes-ci, hein, les quantités du travail des forces extérieures et des quantités d'accélération restent absolument inchangées. La seule différence ici, c'est que le sigma ij que l'on multiplie par epsilon ij delta u devient le cij kl epsilon kl dépendant de u, hein, c'est-à-dire du déplacement initial u, d'accord. Donc on va ici apparaître exclusivement les déplacements et les contraintes n'apparaissent plus, hein, c'est ce que j'ai écrit ici. Et cette formulation se prête très bien à la discrétisation, c'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser cette formule pour passer à une équation discrète. Voilà. Alors, afin d'avoir une forme un peu plus épurée du problème qu'on a à poser, on va définir certaines quantités. Donc la première, c'est K de U1, U2, qui dépend de deux champs de vecteurs, donc qui sont en fait des déplacements ici, va s'écrire de cette façon-là. C'est ce qui traduit le travail des efforts intérieurs. D'accord, c'est une forme symétrique bilinéaire de raideur scalaire qui dépend des deux champs de déplacement. De la même façon, on définit M de U1, U2, d'accord, qui traduira ici les champs d'accélération, d'accord, on appelle ça la forme symétrique bilinéaire de masse. Et enfin, on exprime un produit scalaire d'une force par rapport à un champ de déplacement où on retrouve ici le travail des efforts extérieurs aussi bien volumiques que surfaciques, d'accord. Donc il s'agit du travail des forces extérieures dans le champ de déplacement U. Voilà. Alors, donc, quand on utilise ces formes-là, le K de U1, U2, le M de U1, U2 et le FU, eh ben, on va pouvoir poser le problème sous une forme beaucoup plus épurée, à savoir qu'avec ces notations, notre problème à résoudre revient à trouver U, tel que évidemment ce champ de déplacement est cinématiquement admissible, ça c'est une condition sine qua non qui est toujours présente, et à savoir que M de U seconde delta U plus K de U delta U est égal à F delta U, quel que soit un champ de déplacement virtuel cinématiquement admissible, d'accord. Donc en fait c'est simplement que ici les U1, U2 que j'ai définis dans la diapositive précédente vont être remplacés par la quantité d'accélération, le delta U, ou ici le champ de déplacement U, d'accord. Alors, dans le cas de la poutre en flexion, on va mener exactement la même démarche, d'accord. C'est-à-dire que je vais remplacer le moment par son expression en fonction de la dérivée seconde du déplacement par rapport à x et des caractéristiques du matériau. La loi de comportement, dans le cas de la poutre en flexion, s'écrit comme ça. Si je le remplace, eh bien j'obtiens la relation suivante et je définis ainsi la grandeur k de v delta v. D'accord. De la même façon, je peux définir m v seconde delta v, qui est celle-ci, et le produit scalaire des forces extérieures dans le champ delta v. D'accord, donc relativement simple. C'est une écriture d'accord dédiée en fait à la formulation de ce problème que je vous livre. Alors vous la trouverez dans tous les manuels qui traitent des vibrations. Alors, maintenant qu'on a établi cette formulation en déplacement, eh ben, on va vraiment mettre en œuvre la méthode de discrétisation. Alors, en quoi cela consiste? Eh bien, on va utiliser le théorème des travaux virtuels écrit en déplacement et on va tenter de se ramener à l'écriture de ce problème sous forme discrète tel qu'il est énoncé ici, à savoir une matrice M multipliée par un vecteur Q seconde plus la matrice de rigidité K multipliée par le champ de déplacement est égal au vecteur second membre F qui traduit les efforts extérieurs imposés à notre solide. Alors, pour ce faire, on va en fait écrire chaque composante du déplacement UI, donc U1, U2 et U3, d'accord, sous la forme d'une série dont le terme caractéristique sera une fonction qui va dépendre du vecteur position x, que nous multiplierons par une amplitude qui dépend du temps, QJ. Hein. Donc on retrouve toujours un petit peu la même écriture de ces champs de déplacement dans le cadre de la dynamique des structures, à savoir une partie spatiale, qui va être ici appelée NIJ dépendant de x, c'est une partie temporelle QJ de t, d'accord, et on va sommer ça sur
un certain nombre d'éléments que l'on va développer en série. Alors évidemment, chaque fonction que l'on va se donner, là que j'ai appelé nij de x, doit être cinématiquement admissible pour pouvoir convenir au problème que l'on est en train de résoudre. Sinon, celui-ci, le champ de déplacement ne conviendra pas. Je vous rappelle qu'ici, c'est un champ de déplacement qu'on cherche à trouver. Alors, là, vous voyez que j'ai représenté UI. Alors, I variant de 1 à 3, hein, les composantes x, y et z. Alors, je vous ai donné un exemple ici. Prenons i égale 1, donc la composante de déplacement suivant l'axe x. Alors, u1 x de t s'écrira de cette façon-là. n11 q1, n12 q2, n13, ainsi de suite, selon le développement de la série qu'on est en train d'étudier. Donc, évidemment, plus le développement sera important, plus on sera précis, mais plus ce sera coûteux en calcul. Hein. C'est toujours le même dilemme entre précision et temps de calcul. Alors, avant d'aller plus loin, ah oui, alors je voulais aussi vous rappeler une autre notation. J'étais sur la diapositive précédente, j'avais une notation indicielle, mais on peut évidemment écrire tout cela sous forme vectorielle. Donc ici, je vous ai rappelé le vecteur déplacement U, d'accord, qui a trois composantes U1, U2, U3, qui dépendent du vecteur position X, Y, Z et du temps. D'accord, ça peut s'écrire sous cette forme-là, donc une matrice n multipliée par le vecteur Q de t. Où Q de t peut varier de 1 à n, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, et représente le vecteur de coordonnées généralisé, ou alors on appelle ça le vecteur de coordonnées modales. D'accord. Alors, je vous rappelle qu'ici, les inconnus du problème sont les coordonnées modales, à savoir les QI. D'accord. Les fonctions n définies ici sont une donnée d'entrée du problème. C'est nous qui les fixons. D'accord. On essaie de trouver quelque chose qui convient au problème et qui va nous donner une précision plus ou moins intéressante. Alors, les n sont des fonctions d'approximation qui doivent être évidemment cinématiquement admissibles, comme je vous l'ai dit. Donc ça permet de construire ce qu'on appelle la matrice d'interpolation des déplacements. D'accord. Donc dans notre cas, enfin dans le cas très général de la mécanique, elle sera évidemment au maximum de dimension 3, d'accord, 3 lignes, avec n colonnes selon le développement de la série étudiée. Voilà. Donc je vous l'ai rappelé ici. Donc avant d'aller plus loin, je vais faire deux remarques. D'accord. Alors, je vous précise ici, ne faites pas la confusion si vous allez un petit peu trop vite à l'écoute de cette vidéo. Les QI de t ne représentent pas les déplacements au nœud comme on a vu l'année dernière dans le cas de la méthode des éléments finis. D'accord. Ce sont les coordonnées modales. Donc l'écriture et la méthode est à peu près similaire, mais sauf que les quantités physiques sur lesquelles on travaille ne sont pas du tout les mêmes. D'accord. Donc je précise ici que QI sont les coordonnées modales, d'accord, qu'on a déjà étudié dans l'analyse modale. Alors donc nous, dans notre cas, ici, on s'intéresse exclusivement au cas des poutres, d'accord, donc à savoir un problème qui va être monodimensionnel, d'accord, donc on aura une seule composante qui sera suivant l'axe X. Donc dans ce cas-là, on a une écriture qui est simplifiée pour le vecteur de déplacement, puisque celui-ci n'a qu'une seule composante suivant X, d'accord, qu'on notera U. D'accord. Il y a V et W, nous ici on n'en aura que U, ou que V dans le cas de la flexion, mais à chaque fois on n'a qu'une composante. De ce fait, seules les composantes N1J, qui concernent le premier déplacement de la matrice d'interpolation, sont à considérer. Donc dans la suite de ce cours, pour beaucoup plus de simplicité et de clarté, d'accord, je m'affranchirai du premier indice de la composante des composantes dans la matrice d'interpolation. Donc à la place de N1J, j'écrirai NJ, d'accord. Donc l'écriture du champ de déplacement U ici, d'accord, donc j'ai enlevé l'indice, hein, c'est suivant l'axe X, sera une somme des NJQJ, d'accord, que je vous ai écrit ici. Ok. Donc voilà. Donc notez bien que dans notre cas, on a vraiment simplifié le problème et qu'on a finalement une matrice d'interpolation qui ne sera composée que d'une seule ligne, alors que dans le cas général, on a 3 lignes, ce qui complique grandement le problème. Mais bon, à but pédagogique et pour pouvoir traiter ça de façon analytique, on se restreint au cas monodimensionnel. Voilà. Je m'arrête là, on se retrouve pour la dernière vidéo concernant cette partie.